moins 19 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes au Darfour, alors que les combats s'intensifient à Niala et El Fasher, aggravant la crise humanitaire. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis en Afghanistan, un séisme de magnitude 6 a frappé l'est du pays. Il a fait au moins 622 morts et plus de 1500 blessés, tandis que les secours peinent à atteindre les zones isolées. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur Tchad Info TV. Au Soudan, au moins 19 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes au Darfour. Une frappe attribuée à l'armée soudanaise sur une clinique à Niala, au Darfour du Sud, a fait au moins 12 morts ce samedi 30 août. Une frappe attribuée aux paramilitaires samedi soir dans la ville d'El Fasher a également fait 9 morts. Depuis plus d'un an, la capitale du Darfour du Nord est assiégée par les paramilitaires qui tentent d'en prendre le contrôle des mains de l'armée soudanaise. Selon les observateurs, les attaques se sont fortement intensifiées dans cette ville ces 2 dernières semaines. À El Fasher, les bombardements sont quotidiens, confie un habitant. Certains jours, les paramilitaires attaquent jusqu'à 3 fois dans la journée via des tirs d'artillerie, parfois des drones. Selon les observateurs, les forces de soutien rapide du général Hameti ont redoublé leur offensive ces derniers jours, notamment à l'ouest de la ville pour tenter de prendre le contrôle de l'aéroport qui est encore aux mains de l'armée soudanaise. Pour les habitants, la vie est devenue intenable, témoigne Mohamed Doda. Tout est devenu très dangereux. Aller chercher de l'eau ou de la nourriture est devenu risqué. Quand les tirs commencent, tout le monde se met à l'abri dans des trous creusés dans le sol ou bien dans les conteneurs enfouis dans la terre qui servent de refuge. Malheureusement, les FSR ciblent les abris. Ils essayent de faire fuir la population afin de prendre le contrôle de la ville, explique-t-il. El Fasher, quasiment coupé du monde depuis 17 mois, est menacé de famine. Aucune aide humanitaire ne peut atteindre la ville à cause des combats. Acheminer des denrées est devenu de plus en plus difficile. La plupart des gens dépendent des cuisines communales, ces soupes populaires financées par la diaspora, et les gens ne mangent qu'une seule fois par jour, confie Mohamed Doda. À cause du siège, les produits ont du mal à arriver à El Fasher. Des fois, les marchés sont fermés à cause des bombardements. De toute façon, tout coûte trop cher. Si les gens ne trouvent rien, alors ils mangent de l'embase, du fourrage pour le bétail qui est presque devenu la base de notre alimentation. Il y a beaucoup de mendiants dans les rues, notamment des enfants, termine cet habitant qui avoue vouloir quitter El Fasher. Mais c'est devenu trop dangereux, termine-t-il. La Banque africaine de développement investit dans ses fonctions son 9e président lundi 1er septembre à son siège d'Abidjan. À 60 ans, l'ancien ministre mauritanien de l'économie, Sidi Oulta, a été élu haut la main en mai dernier pour prendre la suite du Nigérien Akinwumi Adesina à la tête de la BAD. Désormais chargé de la première institution de développement de l'Afrique pour 5 ans, il arrive fort de ses expériences, mais devra faire face à des chantiers importants. Sidi Oulta arrive à la tête de la Banque africaine de développement. Auréolé de sa réussite à la tête de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, la BADEA, dont il est parvenu à multiplier par 8 les décaissements. Son expérience prolongée des 2 côtés de la barrière en tant que ministre de l'économie de son pays, la Mauritanie, puis de banquier du développement, ont favorisé son élection autant que son réseau étendu aux pays arabes et à l'Asie. Sidi Oulta a 4 priorités. Décupler les montants engagés par la BAD, transformer la banque en chef de file des acteurs financiers africains, créer massivement de l'emploi pour les jeunes en soutenant les PME et accélérer la construction des infrastructures africaines de transport et d'énergie. Ces 100 premiers jours seront consacrés à une large concertation au sein et hors de l'institution financière panafricaine. Mais le chantier le plus urgent de Sidi Oulta sera de déconstituer d'ici décembre le Fonds africain de développement, le guichet de la BAD, le plus accessible pour les pays les plus pauvres du continent. Au Cameroun, une nouvelle audience au tribunal militaire de Yaoundé se déroule lundi 1er septembre dans l'affaire Martinez-Zogo. Cet animateur de radio, présentateur de la quotidienne Embouteillage, très écouté dans la capitale camerounaise,
avait été enlevé le 17 janvier 2023 et retrouvé mort 5 jours plus tard à Soa, dans la banlieue de Yaoundé. Après une enquête aux multiples rebondissements et des mois de renvoi et des débats sur des questions juridiques, une étape importante s'ouvre avec l'ouverture des débats sur le fond. Fini les batailles procédurales pour Maître Calvin Job, avocat des proches de la victime. Nous allons pouvoir enfin poser les vraies questions. Qui a assassiné Martinez Zongo? Qui a commandité cet assassinat? Et pourquoi, avec toujours ce regret, nous n'avons toujours pas les copies du dossier d'instruction? Maître Jacques Mboni, avocat du colonel Justin Daoué, accusé de complicité d'enlèvement et de torture, regrette lui aussi d'être contraint de se rendre au greffe pour consulter les nombreuses pièces du dossier, mais se dit soulagé qu'enfin on entre dans le vif du sujet. Pour Maître Claude Assira, qui défend les intérêts de la Direction générale de la recherche extérieure et services de renseignement, dont plusieurs membres figurent parmi les accusés, nous tous devons être solidaires et chercher la vérité pour que l'opinion puisse faire la part des choses entre ceux qui ont eu un comportement criminel et ceux qu'on veut entraîner dans la boue par confusion. L'ancien bâtonnier du Cameroun et avocat de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, Maître Charles Tchungang, se dit serein et assure que son client voit l'ouverture des débats, le début de sa libération. En principe, à partir de ce lundi, les premiers témoins vont être entendus. Le corps du défunt, lui, est toujours sous scellé à la morgue. Au moins 622 personnes sont mortes et plus de 1500 autres ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan, frappées dans la nuit par un séisme de magnitude 6, a indiqué lundi 1er septembre à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Matin Kani. L'épicentre du séisme, à seulement 8 km de profondeur, a été localisé à 27 km de Jalalabad, chef-lieu de la province de Nangarhar, à la lisière de la province voisine de Kunar, selon l'US Geological Survey. C'est dans cette dernière province que le bilan est le plus lourd et c'est vers cette région que se dirigent lundi matin les hélicoptères de secours dépêchés par les autorités talibanes. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, elles ont déjà été confrontées à un autre séisme d'ampleur en 2023 à Herat, à l'autre extrémité du pays, dans l'ouest frontalier de l'Iran. Plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63 000 habitations avaient été détruites. Cette fois-ci, un bilan encore provisoire fait état de 610 morts et 1300 blessés dans la province de Kunar, ainsi que de 12 morts et de 155 blessés dans la province de Nangarhar, a précisé pour l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur à Kaboul, Abdul Matin Kani. Les responsables afghans qui ne cessent de répéter que les bilans vont évoluer car les recherches se poursuivent dans ces zones reculées et à la géographie accidentée affirment que les dégâts sont très importants à Kunar. L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindu-Kush, près de la jonction des plaques tectoniques eurasiennes et indiennes. En octobre 2023, le séisme de magnitude 6,3 à Herat, suivi de 8 répliques, avait été le tremblement de terre le plus meurtrier à avoir frappé le pays, l'un des plus pauvres du monde, en plus de 25 ans. D'après la Banque mondiale, près de la moitié de la population afghane vit dans la pauvreté. Aux États-Unis, un juge fédéral a bloqué l'expulsion de centaines d'enfants guatémaltèques que l'administration Trump comptait expulser vers leur pays d'origine. Une décision qui s'ajoute à la longue liste de procédures enclenchées contre les décisions migratoires du président américain. La décision du juge fédéral est tombée in extremis. Un premier avion transportant une centaine d'enfants s'apprêtait à décoller d'un aéroport du Texas, direction le Guatemala, rapporte à New York Lubna Anaki. Une opération qui, au total, concernait près de 600 mineurs âgés de 10 à 17 ans, arrivés seuls sur le sol américain. Saisis par les avocats de certains de ces mineurs,
La juge du tribunal fédéral de Washington interdit aux autorités de procéder à ces expulsions, le temps qu'une audience pour étudier le dossier ait lieu. Les avocats des enfants représentés par une association de défense des immigrés National Immigration Law Center dans une plainte collective au civil contre la ministre de la Sécurité intérieure Christine Noem dénonçaient une procédure en violation avec la loi qui, selon eux, garantit des protections aux mineurs sans papier, surtout que certains de leurs clients étaient en pleine procédure de régulation. L'ONG accuse l'administration Trump, qui met en œuvre depuis 7 mois son programme contre l'immigration et la criminalité, d'avoir arraché de leur lit des enfants vulnérables et effrayés, cherché à les remettre en danger en les renvoyant dans leur pays natal d'Amérique centrale. L'administration Trump décrivait cette opération comme un projet pilote, une première organisée en collaboration avec le gouvernement de Guatemala. Le conseiller immigration de Donald Trump a immédiatement dénoncé la décision du juge fédéral. Ce juge, nommé par Biden, refuse de laisser ses enfants retourner auprès de leur famille dans leur pays, a écrit Stephen Miller. Vendredi soir, une autre juge fédérale avait bloqué la procédure d'expulsion accélérée d'étrangers sans papier arrêtés récemment à la frontière avec le Mexique. Cette procédure sans comparution devant un tribunal est contraire à une disposition constitutionnelle selon laquelle nul ne sera expulsé des États-Unis sans possibilité à un moment donné d'être entendu. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.